On prend prospecting, des personnes qui ne répondent pas à une campagne, on les enrichit via le drop contact, on leur envoie via l'Emlist ou un autre outil du code Gmailing, et s'ils ne répondent pas, on enrichit avec Lucha, et après on peut laisser des messages sur le répondeur. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Siboni. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du Gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Du coup, la première question que je voudrais te poser, elle est très simple. Selon toi, c'est quoi un growth hacker? Ah, ça c'est une excellente question. Bon, selon ma vision des choses, en fait, le growth hacking, si je le simplifie au maximum, c'est le fait d'analyser le parcours d'un utilisateur du moment où il voit le service ou un produit jusqu'à qu'il devienne ambassadeur, d'analyser ses points de friction durant son parcours et mettre en place des itérations rapides pour fluidifier le parcours. Voilà. Et selon toi, quelles sont les compétences et les qualités pour devenir growth hacker? Donc, la première chose, c'est qu'il n'y a pas un profil de growth hacker. Donc, chaque growth hacker a un background différent, a des qualités différentes. Et on va dire que chaque growth hacker va être spécialisé dans un des domaines. Ça peut être sur le copywriting, ça peut être sur l'acquisition, ça peut être sur la rétention, ça peut être sur des domaines particuliers. Mais il y a une compétence en fait il y a deux compétences pour moi qui sont essentielles. Il est nécessaire quand même d'avoir une vue 360 sur tout le funnel. Il faut comprendre les mécaniques de l'acquisition, il faut connaître les mécaniques de rétention, de fidélisation. Il faut aussi connaître un tracking. Donc voilà, en fait, on ne peut pas forcément être expert dans tout, mais il faut avoir une bonne vision des mécaniques de l'ensemble de la société. Même au-delà du marketing, pour être un growth hacker, je pense, hein, pour aller plus loin, il faudrait même avoir une vision sur la logistique, une vision sur même un peu les côtés financiers, pour vraiment que le growth hacking soit pas uniquement une discipline, on va dire, au marketing au sens large, mais d'organisation de la société. Ok. Comment t'es tombé dans le growth hacking? Mm-hmm. En fait, ça, c'est encore une très bonne question. Comment je suis tombé dedans? Donc, en fait, en soi, je pense que j'ai toujours fait en fait, du growth hacking. Donc, j'étais spécialisé en fait en acquisition de base, tout ce qui était Google Ads, Facebook, etc. Mais moi, ce que j'aimais voir, c'était mettre en place une stratégie globale pour qu'elle soit cohérente. Et en faisant ça, on tombe en fait dans le domaine du growth hacking, mais j'avais pas forcément ce terme-là en fait que j'utilisais. Donc simplement après, il y a les Américains qui aiment bien en fait prendre un terme et dire que c'est eux qui l'ont inventé, mais non, en fait, il y a beaucoup de personnes qui le faisaient sans avoir ce tempo de growth hacker. Et c'est plutôt un mindset à avoir. Du coup, en fait, j'ai toujours été. Et après, je me suis dit, bon, en fait, growth hacking, est-ce que je fais? Bon, c'est la même chose. Du coup, je suis growth hacker. Ok. Surtout, en fait, Écoute, surtout quand tu fais du marketing, quand tu es dans une startup et que tu es obligé de toucher à tout, en fait. Et là, tu mets en place, tu regardes une petite campagne, tu regardes tes leads, tu regardes la qualité, tu améliores un peu la landing page, etc., etc. En fait, tu fais du growth hacking sans le savoir. yes. Et quand tu t'es rendu compte qu'en fait, tu étais un gros hacker et qu'en fait, tu avais un tampon et il y avait une sorte d'étiquette, ça t'a fait quoi? Je me suis dit que c'est un monde qui est bourré de termes. Ok. Mais après, il y a une vision qui est biaisée, sincèrement. C'est que j'ai l'impression, surtout en France, que le growth hacking est limité à certains domaines. Selon, en fait, la plupart des gens pensent que le growth hacking, c'est faire du scrapping, envoyer des emails en masse et faire de l'automation. Ou je vais te sortir un hack que personne ne connaît et te faire une croissance fois 1000 d'un coup. Alors que c'est pas du tout ça.
Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'au début, je ne me mettais pas le tampon de growth hacker parce que je pensais qu'il fallait être un expert en scrapping, un expert à envoyer du spam à fond et tout automatiser avec des scripts, etc. Mais alors que non. Ok, C'est encore ma vision. Hein. C'est ma vision aujourd'hui et ça se trouve demain elle changera, mais en tout cas, c'est ma croyance du jour. ok, merci. Écoute, vu que tu me parles de stratégie globale, est-ce que tu pourrais très rapidement me raconter une ou la dernière stratégie que tu as mis en place dans les grandes lignes récemment ou ta préférée, je ne sais pas. Une des stratégies. Donc, en fait, en soi, les stratégies qu'on met en place, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est toujours en fait des choses qui sont très très simples euh, et qu'on modifie avec les retours que nous avons. Et là, dernièrement, ce que j'ai fait avec un client, ce qu'on est en train de faire, c'est sur Google Shopping. En fait, Google Shopping de base, ça redirige vers une page produit. Et il y a des sociétés comme Leroy Merlin qui sont dans le gris. Et en fait, ils ont fait des pages spécialement pour Google Shopping. En fait, au lieu que ça soit sur une page produit, on a l'impression qu'on est sur une page catégorie. Et justement ça, c'est quelque chose qui est vraiment terrible, terriblement bien parce que on arrive à le rediriger vers des catégories spécifiques. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place avec un de mes clients qui est dans le carrelage. Mais simplement de savoir que c'est quelque chose qui est dans le gris, ça marchera aujourd'hui, peut-être que ça marchera plus demain. Mais quand on avait posé la question à Google, est-ce que c'est autorisé? Ils sont restés dans le flou complet. Il y a même Mano Mano qui utilise ça. Et j'ai trouvé cette approche qui est intéressante et qui sort du lot. Et du coup, je suis en train de travailler sur ce concept-là. Et tu as déjà un petit peu des retours ou pas encore? Du coup, tes KPI? Tu checkes quoi? Le paiement ou la personne qui reste sur la page? Ou c'est quoi qui t'a fait penser que ça pouvait être une bonne stratégie? Et qu'est-ce qui va te faire penser demain si elle est bonne ou pas? En fait, ce qui m'a fait penser, c'est qu'en fait, Mano Mano, Leroy Merlin, en fait, il y a plusieurs grosses sociétés qui sont très bonnes dans le digital, notamment Mano Mano, qui sont en train de le faire. Et je sais que eux, ils sont toujours backupés par la data. Et deuxièmement, je trouve ça intéressant parce que les termes de recherche, Google Shopping devient de plus en plus générique. Quand on est dans le domaine, quand on tape carrelage, du coup, la personne ne sait pas forcément quel carrelage elle veut choisir. Du coup, si on l'envoie sur un produit en particulier, on ne lui laisse pas vraiment le choix. Et là, on va vers les catégories, on peut lui présenter plusieurs types de produits, plusieurs gammes. Donc, en fait, le fait qu'on redirige une requête d'un internaute qui soit large, comme carrelage ou carrelage extérieur, vers une page de destination qui propose plus d'un produit, ça fait qu'on répondra plus facilement à sa demande. Mais dans tous les cas, c'est encore ma croyance, ce qui va valider ça, ça va être la donnée, ça va être le taux de conversion que je vais avoir et également le taux de rebond. Je vais regarder combien de temps il passe, parce qu'il clique sur d'autres produits ou pas. Et je pourrais utiliser en fait des logiciels comme Hotjar, vraiment pour visualiser son comportement, parce que c'est beaucoup plus parlant que uniquement des données sur Google Analytics et autres. J'aime bien Hotjar pour visualiser le comportement. OK. Donc là, on peut imaginer que tu vas A/B tester, par exemple, une annonce où tu vas mettre le produit du carrelage, une annonce qui va pointer sur une page catégorie et tu vas tester le taux de rebond et le taux d'acquisition, par exemple, sur deux annonces. C'est ça un peu que tu vas faire? En fait, ce n'est pas des annonces que tu peux faire sur Google Shopping, ça va être des flux Des différents. flux. Ouais, c'est ça, exactement. Et peut-être que je vais l'essayer. Je peux pas faire d'AB test vraiment de flux. OK. Du coup, je le ferai sur deux périodes différentes, mais qui OK. se ressemblent. Du coup, je vais essayer d'enlever un maximum de billets pour pas que ce soit durant les soldes, durant une période qui soit morte ou versus une période commerciale versus une période non commerciale.
et après faire des analyses. Donc, de toute façon, on ne pourra jamais tout analyser à 100%. L'idée, c'est d'avoir quelques KPI clés et faire en sorte de les améliorer. Mais mon KPI phare, c'est le taux de conversion. Aussi simple que ça. Et l'idée, c'est quoi? C'est que le flux que tu vas envoyer, tu vas envoyer la photo de tous les produits et les annonces de tous les produits et ça pointera tous sur une catégorie ou tu vas changer, créer des sortes de produits avec une photo catégorie où on verra plusieurs carrelages, par exemple. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la photo d'un produit et simplement, c'est la landing page qui va changer. La landing page, euh, le produit sera affiché en gros et en bas, en fait, les upsells, en fait, il y a toujours des upsells et des cross-sells, mais ils seront affichés d'une manière beaucoup plus imposante, comme si c'était une page catégorie. OK. Donc, c'est comme si c'était une page catégorie, mais avec un rappel du produit quand même que Ça, le client avait exactement. cliqué. OK. Exactement. Du coup, en fait, OK. les autres produits seront affichés en haut de la ligne de flottaison. Donc, OK. je vais pas faire en sorte que le produit phare entre guillemets ne soit pas affiché, qu'il ne prenne pas toute la page, qu'il prenne une partie qui soit visible, mais sans qu'il prenne tout l'espace. Donc, on peut dire qu'en fait, tu crées une UX dédiée à shopping, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, c'est impressionnant, hein. J'ai jamais vu ça. En fait, je suis fan de Google Shopping. J'ai fait beaucoup de tests avec les flux, etc. Et ça m'a toujours amusé. OK, magnifique. Je garde en tête. De toute façon, je vous ferai un retour sur les résultats si ça vous intéresse. Ah ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. Tu m'as parlé d'Hotjar. Est-ce que tu peux me citer tes deux, trois outils préférés que selon toi, n'importe quel marketeur ou gros hacker devrait utiliser? Je ne vais pas te sortir des choses extraordinaires. Pour moi, sincèrement, un bon vieux Excel fait l'affaire pour travailler la donnée dans tous les sens. Où tu peux aller, quand tu as beaucoup de données, tu vas sur Spreadsheet où tu peux utiliser Airtable au final. Et voilà, du coup, tous les Excel et ses dérivés, ça reste mes outils préférés. Et après, le reste des outils, sincèrement, je ne suis pas dépendant d'un outil. En fait, chaque client, chaque cas a des outils qui lui conviennent. Mais ceux que j'utilise, franchement, très souvent, c'est Excel et ses dérivés. Zapier, le basique. Et voilà. Et Typeform, parce que je trouve ça esthétique pour avoir des retours clients. Et Ok, le reste, on va dire, c'est du cas par cas. on va dire tableur, Zapier et Typeform alors. Voilà, exactement. Ok, François, en fait, au final, c'est que vu que le growth hacking, c'est une discipline basée sur la donnée, mes outils préférés sont ceux qui permettent d'analyser la donnée. je comprends. Et après, l'automatisation, ça vient après. En fait, il faut d'abord éprouver en fait entre guillemets, une stratégie manuellement, si je peux le dire. Et l'automatisation va simplement accélérer le processus. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent nous voir en disant ouais, bon, j'ai pas de lead, j'ai rien fait, et je vais tout automatiser. Non, ça fonctionne pas comme ça. Exact. On n'automatise jamais quelque chose qui ne fonctionne pas manuellement. C'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup de préconçus sur le gloss hacking. Et du coup, le fait, entre guillemets, d'éduquer les gens, de leur dire que non, on va pas vous sortir une technique de magicien, les gens ont quand même du mal à le comprendre. Ok, bon, je rebondis, j'en profite. Tant qu'à faire, et tu me parles de Zapier. Est-ce que tu peux me donner, je sais pas moi, un petit zap que tu as utilisé récemment ou qui te plaît ou que tu as envie de partager, une petite technique ou quelque chose, même si c'est simple. Je vais te partager le zap qui me cause beaucoup de problèmes en ce moment, mais que j'adore dans la prospection B2B. On prend prospecting, des personnes qui ne répondent pas à une campagne, on les enrichit via le drop contact, on leur envoie via l'Emlist ou un autre outil du code Gmailing, et s'ils ne répondent pas, on enrichit avec Lucha, et après on peut laisser des messages sur le répondeur. Ok, pas mal.
Donc voilà, normalement, tu as tout fait. Et après, tu peux ajouter, je ne sais pas si c'est compatible ou non, mais après, à la fin, si tu veux vraiment pousser la chose loin, tu peux même lui envoyer un courrier, un courrier postal. Oui, ok, Donc bien voilà, vu. mais ça me cause beaucoup de problèmes en ce moment, du coup, je suis en train de le résoudre. À quel niveau ça te pose problème? C'est que Prospecting euh, a changé la manière d'envoyer les données à Zapier. Et du coup, je suis obligé de revoir l'ensemble du Zap. D'accord. Parce en fait, ce qu'il faisait, c'est que de base, il envoyait contact par contact, et maintenant, il envoie Par batch? par badge, exactement pour justement économiser des apps. Et ce qui fait que je dois faire un retraitement directement sur le Zap que j'ai créé. Ok. Voilà. Merci pour ton petit zap. Qu'est-ce que tu en penses personnellement de ce Zap? Ah ben moi j'aime bien. Après, alors moi prospecting je l'utilise tout seul et pour connecter avec Zapier, j'aurais peut-être plus essayé un Phantom Buster. Hmm, pour connecter avec Zapier, comment tu aurais fait? En fait, j'ai pas compris. Du coup, prospecting, tu l'utilises à part, c'est ça? Moi prospecting je l'utilise de la manière suivante. Hmm, Je fais un prospecting, hmm, je balance une connexion dans prospecting. S'il répond, donc scénario Breaking Bad par exemple, hmm. il répond. Moi je balance un. Tu connais Vidéo Ask? Ouais, je connais. J'ai pas C'est utilisé. une variante de Typeform. Ça appartient à Typeform. C'est pour envoyer un message vidéo. Ouais. Donc, j'envoie un message vidéo où je vais te dire salut, non, alors non, du coup, pas personnalisé, mais salut, si tu es un gros hacker, j'ai très envie de parler avec toi. J'ai envie de t'interviewer. Si ça t'intéresse, clique sur le bouton à côté. Donc, dans Vidéo Ask, tu as la vidéo et tu as les boutons. Donc, moi, en général, je mets toujours un oui et un non. Par exemple, le oui, c'est oui, ça m'intéresse, je veux être interviewé, ou non, laisse-moi tranquille. Hmm. Si tu cliques sur oui, là, ben, plusieurs solutions. Soit je te balance direct sur mon calendrier, ou soit dans Vidéo Ask, je peux récupérer nom, prénom, email. Et là, l'email, ben, derrière, je le connecte avec un Active Campaign, par exemple, pour te balancer une séquence. Ça, c'est cool. Du coup, Moi, vidéo je ask. l'utilise comme ça, Prospecting. Ok. Du coup, vidéo ask, c'est envoyé directement via ta campagne Dans Prospecting. dans prospecting. Ok, Et ce d'accord. que je viens faire aussi, c'est Hmm. que je viens utiliser Preview Panda. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça, je connais pas. C'est Shubham. Tu vois qui c'est, Shubham? Ouais. Shubham, il a créé Preview Panda. En fait, en gros, quand tu envoies un lien sur LinkedIn, tu vas avoir la méta-image. Ouais. En fait, il vient se positionner avant pour, entre guillemets, hacker la méta-image et il vient te créer une sorte de GIF, enfin pas une sorte, un GIF animé. Donc, tu mets, bah, tu verras, tu regarderas Preview Panda. Tu viens du coup changer la méta-image et tu viens en faire une belle image animée. Et du coup, vraiment, dans LinkedIn, elle est vraiment frappante. Et du coup, je vais augmenter le taux de clic avec ça. Ça passe sur Vidéo Ask sur mon calendrier ou sur un lien, peu importe, une landing. Et derrière, si je collecte un mail, un Active Campaign. Ça, c'est top. Je me suis permis de noter prévu Panda. Mais tu as bien raison. J'ai pas voulu attendre que tu finisses ta phrase. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à noter. Non, mais ça, Donc c'est voilà cool. comment moi j'utilise Prospecting. Et sinon, pour tout ce qui est automatisation directe avec Zapier, à mon avis, je pense, alors moi, je n'utilise pas parce que j'utilise Prospecting comme ça, mais pour faire l'enregistrement, drop contact, interview, etc., je pense qu'un petit Phantom Buster, tu auras tes flux directement sans les avoir par batch. Moi, Prospecting, j'ai l'habitude de les exporter en CSV et de me débrouiller, mais en direct comme ça, je n'ai jamais fait. En fait, la problématique elle est différente pour ma part. Parce qu'en fait, ce Zap, je le crée pour une équipe de commerciaux. Et après, je les laisse gérer. Et du coup, eux ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est export de données, etc. Ben oui. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu. Je les ai formés à comment faire une campagne prospecting, quels sont les guidelines à respecter.
Et derrière, je voulais quand même un Zap en fait qui leur permet d'être autonomes. J'ai compris. Donc voilà, du coup, oui, effectivement, la manière dont tu présentes, c'est vraiment top. Du coup, je vais l'essayer, c'est sûr. Mais dans tous les cas, la prestation que je suis en train de faire, c'était beaucoup trop technique pour eux. J'ai compris. Je vois. Je comprends. Donc voilà, du coup, il n'y a pas, comme on l'a dit au début, c'est qu'il n'y a pas il y a pas une bonne solution, hein. C'est que chacun fait comme selon les problématiques qu'il a. En tout cas, c'est cool d'avoir des visions différentes. Oui. Du coup, alors cette question, elle est très très large, mais je te la pose quand même. Quelle est ta méthode d'acquisition préférée? En quoi B2B, e-commerce ou un autre? Parce que c'est pas du tout la même logique. T'as raison, choisis. Euh, je vais répondre pour les deux. Donc, si c'est pour un e-commerce, Google Shopping directement. Google Shopping et en plus, tu mets du remarketing partout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google. Et tu utilises notamment sur Google Shopping, tu utilises les listes de RLSA. Du coup, tu personnalises l'enchère en fonction du parcours utilisateur. Du coup, un abandonniste panier, tu es prêt à enchérir 200% supplémentaire par rapport à ton enchère de base. Et ça fonctionne hyper bien. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de résultats en faisant peu, en travaillant peu. Du coup, j'étais dans l'efficience. Du coup, Google Shopping plus remarketing à toutes les sauces. Tu m'as dit un seul système, c'est celui-là que j'utiliserai. Parfait. Et en B2B, c'est même pas un système d'acquisition, c'est vraiment un état d'esprit, c'est rester humain. Vraiment, j'insiste sur le fait de rester humain, de pas essayer de faire de vraiment créer une relation, apporter de la valeur. Et tu peux le faire de n'importe quelle manière, simplement en disant un bonjour, invité pour un café ou pour une visio, mais jamais, faut jamais vendre directement. Ok. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ah oui, très bien. J'ai trois dernières questions et je te laisse tranquille. Ça me dérange pas, ça me plaît. Ah ok, tant mieux, moi aussi, je me régale. Euh, Comment tu vois l'évolution du growth hacking sur les prochaines années? Hmm. Hmm. Je pense que ça va se spécialiser de plus en plus. Donc c'était comme au début d'Internet. On va dire, si je te prends l'exemple du SEO, au début, il y avait un mec qui savait faire du SEO, il faisait tout. Et le SEO, en fait, plus les années ont passé, plus il y a des spécialisations. Donc des gens qui sont spécialisés sur le backlink, et des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est technique, d'autres sur le copywriting. Et je pense qu'on tend à ça. Du coup, ça va pas être un growth hacker à tout faire. Ça va être par spécialité. Et comme je l'avais dit au début, c'est déjà le cas. C'est que chaque growth hacker a des affinités différentes. Il y en a qui sont plutôt acquisition, d'autres qui sont scrapping, d'autres qui sont spécialisés en copywriting, d'autres qui sont beaucoup plus techniques. Et on est déjà dedans, mais je pense que simplement que ça va s'accentuer. Et que ça va beaucoup plus rentrer en fait. On va pas chercher un growth hacker, on va essayer de chercher une équipe de growth hackers. Yes, ok. Comment adopter l'esprit growth au quotidien? Donc en fait, le growth hacking, vu que ça nécessite des compétences qui sont très larges et qu'on doit constamment apprendre et rester concentré, il y a que deux moyens pour adopter cet état d'esprit. Le premier, c'est être passionné. Pour moi, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas être growth hacker. Et tu ne pourras pas rester concentré. Et le deuxième, pour aller vite dans ce métier-là, il faut passer du temps. Et comment tu veux passer du temps sur une chose qui ne te passionne pas? Du coup, voilà. Donc, c'est même pas sur le growth hacking, c'est sur n'importe quel projet que tu fais, n'importe quel métier que tu fais. Donc, si tu n'es pas passionné, tu ne seras jamais concentré au maximum et tu passeras jamais du temps. Du coup, voilà la clé. Ok, et du coup, pour ceux qui voudraient se lancer ou ceux qui débutent dans ce domaine, est-ce que tu pourrais leur filer un ou deux conseils? Engranger de l'information, lisez tout et testez. Testez. Et ne surtout pas rester sur des choses qui ont marché une fois ou sur des gourous. Simplement tester.
Prenez tout ce qu'il y a à apprendre, écoutez tout le monde et essayez tout. Faut tout essayer. C'est aussi simple que ça. En fait, faut pas attendre d'avoir des gros projets pour devenir growth hacker. Tu peux lancer ton blog. Tu peux, toi, augmenter ton réseau et essayer de mettre en place un système d'acquisition avec prospecting ou ce que tu veux. Mais faut être dans l'action plutôt que simplement engranger de l'information. Merci beaucoup. Je te remercie, Monib. Je te propose, si tu veux maintenant, tu as 2 minutes pour dire ce que tu veux. Si tu peux me parler de la météo ou parler de toi ou de ta prestation, faire ta pub. Tu as 2 minutes, c'est pour toi. Non, sincèrement, j'ai pas vraiment de pub à faire, mais c'est simplement un conseil que j'aimerais donner, notamment aux gens qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là. Il ne faut surtout pas se faire avoir par les experts autoproclamés du web ou les gens qui vous vendent du rêve et qui vous promettent tant de leads dans X temps, qui vous promettent tant de chiffres d'affaires X temps, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La réussite n'est pas innée, c'est le fruit d'un process. Du coup, si vous voulez réussir dans n'importe quel de vos projets, faites des tests. C'est un process à avoir et c'est pas de la magie. Et à cet effet-là, en fait, j'ai simplement créé un groupe Facebook dans lequel en fait, je partage mes méthodos, mes outils d'une manière vraiment très très simplifiée et en enlevant en fait tous les termes compliqués qu'utilisent les marketeurs. Donc, si vous voulez rejoindre mon groupe qui s'appelle Infinity Growth, n'hésitez pas à venir, je me ferai un plaisir de vous aider. Merci, je me suis inscrit tout à l'heure. J'espère que tu vas m'approuver. J'aime bien l'état d'esprit. D'abord aussi. Écoute, j'ai passé un bon moment avec toi. Le plaisir était partagé. Ben, super. J'espère qu'on pourra rester en contact. Ça, c'est sûr. De toute façon, on est dans le domaine. Il faut rester entre experts pour progresser. On ne progresse jamais seul, on progresse à plusieurs. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Growth. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le growth. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le growth, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews growth.